Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT des territoires sur vos chaînes locales et régionales et sur TV5 Monde. Voici les titres de l'actualité de cette édition. Tout d'abord, le cri de colère des petits commerces face à la pression qui commence à monter. L'État pourrait faire un geste. Dans les prochains jours, nous regarderons ensemble lequel. Dans l'actualité également, c'est une tradition française. Le Beaujolais nouveau arrive, mais voilà, en plein confinement, la filière est durement touchée. Nous examinerons ces problèmes-là de près dans un instant. Enfin, cap sur le bassin d'Arcachon. Depuis le début de l'année, les ostréiculteurs du bassin ne sont pas épargnés. Certains ont du mal à voir le bout du tunnel. Les explications de nos confrères de TV7 en fin de journal. Nous commençons ce journal par un cri du cœur. Laissez-nous travailler ou nous allons tous mourir. Nous commençons donc par la situation des petits commerces de proximité que l'on a pu entendre cette semaine à Saint-Chamond dans la Loire lors d'un rassemblement des petits commerçants. La perspective de pouvoir réouvrir dans les prochains jours est dans toutes les têtes, comme nous le montre ce reportage de nos confrères sur place de TL7, Télé Loire 7. Je suis gérant d'un magasin de cosmétiques. Je suis photographe. Rendez-nous notre droit de travailler ou nous allons tous mourir. La détresse hier matin des commerçants de Saint-Chamond qui ont organisé un happening géant place de la Liberté. Sur le parvis de l'église Notre-Dame, ils ont symboliquement simulé la mort du commerce de proximité. La nouvelle fermeture administrative est vécue comme une injustice. En effet, les lieux où l'affluence est bien plus massive que dans nos magasins peuvent rester ouverts, alors qu'ils ont tous des sites et des plateformes Internet qui fonctionnent parfaitement. Ça m'a coûté 16 000 € de trésorerie sur le premier confinement. Heureusement que j'étais là depuis 28 ans et que j'avais une trésorerie un peu d'avance qui m'a permis de passer ce cap. Mais si un deuxième confinement dure encore trop longtemps, je ne vois pas comment on va pouvoir passer le cap financièrement. Gestes barrières, aération des boutiques, filtration des clients ou distribution de gel, les commerçants savent appliquer et faire respecter le protocole sanitaire. Rouvrir est une nécessité économique, psychologique aussi. L'état économique est catastrophique et le moral, on fait aller parce qu'on essaye d'être tous ensemble, mais bon, on fait bonne figure. Évidemment qu'on y croit toujours. Tout ce qu'on veut, c'est pouvoir continuer à travailler. Pots de terre contre pots de fer, grande distribution et commerce en ligne contre magasins de proximité. Ceux qui sont désormais considérés comme non essentiels estiment au contraire être essentiels pour le lien social et la vie des quartiers. Voilà, quelques semaines des fêtes de Noël, les catholiques du monde entier se mobilisent. En France, des manifestations ont eu lieu un peu partout pour demander le retour des messes dans les églises. Nous nous rendons maintenant dans les Yvelines où nos confrères de TV78 étaient présents lors de ce défilé. Regardez leur reportage. Plus de 1000 personnes à Versailles, 300 à Saint-Germain-en-Laye et à Rambouillet. Les catholiques yvelinois étaient mobilisés ce dimanche devant les lieux de culte. Des rassemblements déclarés en préfecture, comme ici devant Sainte-Bernabette à Rambouillet, ils demandent le retour de la messe. Très concrètement, ce qu'on demande, c'est qu'il y a vraiment ce principe de laïcité qui soit reconnu avec une véritable séparation entre l'Église et l'État et de laisser l'Église organiser en fait, les règles sanitaires à l'intérieur de ses propres célébrations. Pour le moment, les églises sont ouvertes et les fidèles peuvent s'y recueillir individuellement, mais pour les catholiques, cela ne suffit pas, la messe doit être célébrée. Il y a deux dimensions dans la messe. La première, c'est la dimension du rassemblement. Voilà, le catholicisme est une religion qu'on ne pratique pas seul et pas chez soi, ou en tout cas pas seulement. Et puis la deuxième dimension, c'est que la messe, c'est une action. Il se passe quelque chose. C'est ce qu'on appelle une liturgie. Voilà. Et donc là, cet acte religieux n'a plus lieu. Et ça, c'est embêtant. La messe est donc pour les chrétiens essentielle. C'est un moment qui permet aux fidèles de s'unir autour de la foi. Quand on est catholique, on croit en Jésus. Et dans la messe, il y a Jésus pour nous. Voilà pourquoi c'est important. C'est comme si on parlait de quelqu'un et qu'on ne le voyait jamais de ne pas avoir de messe. Ce lundi 16 novembre, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a reçu les représentants des cultes pour échanger sur les évolutions possibles des pratiques de la religion compatibles avec les règles sanitaires. Je vous le disais dans les titres, un goût de fraise, de banane ou de cassis, vous ne pouvez pas vous tromper. Il s'agit bien du Beaujolais nouveau qui est arrivé cette semaine. Une tradition française bien sûr, mais en pleine période de confinement, la filière viticole est durement touchée. Nos confrères de la Loire sont allés dans une coopérative agricole. Regardez. Dans les vallons des Pierres Dorées en plein cœur du Beaujolais, la nature arbore ses couleurs d'automne.
Pieds de vigne à perte de vue, le vignoble s'étend sur 7000 hectares, Gamay et Chardonnay sont les principaux cépages. À Thésée, une bande de copains de joyeux lurons déguste la cuvée 2020 du Beaujolais nouveau. À la veille de la mise sur le marché du millésime, les saveurs explosent en bouche. 250 vignerons sur 1000 hectares forment Eudoria. Chaque année, cette cave produit 18 000 hectolitres de Beaujolais nouveau, rouge et rosé, c'est un tiers du volume total de la coopérative. En fin de chaîne de conditionnement, les bouteilles, comme à leur habitude, dansent, mais crise sanitaire oblige, le cœur n'y est pas. Le Beaujolais nouveau, c'est un vin de fête, un vin de convivialité, un vin de copains. On fait ça entre amis, on fait ça dans des cafés, hôtels, restaurants, on fait ça sur des fêtes dédiées au Beaujolais nouveau, et cette année tout est supprimé. Il y aura ce petit goût de manque. Manque en convivialité et perte de chiffre d'affaires, même si l'essentiel de la production est vendu en gros à des négociants, 15% du marché est destiné habituellement à des commerces aujourd'hui fermés. Sur les cafés, hôtels, restaurants, on perd 90% du chiffre d'affaires. On ne sait pas quand les restaurants vont réouvrir, quand les bars vont pouvoir accueillir encore de la clientèle, et ça, personne n'est capable de répondre. Et moi, je m'inquiète aussi par rapport à nos amis restaurateurs. Des clients en moins, mais surtout les premiers ambassadeurs des produits. Christian Dutel tient le Cep Vert. D'ordinaire, le 3e jeudi de novembre est synonyme de fête et de forte affluence. Cette année, le restaurateur est nostalgique. Le jeudi soir, on faisait une dégustation de Beaujolais avec tous les vignerons de la région. Et après, on faisait des menus Beaujolais le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche. Cette année, c'est tout fermé. On ne fait rien. Jusqu'au printemps prochain, les stocks devraient s'écouler plus lentement. L'impact économique de la crise pour les producteurs du Beaujolais est pour l'instant modéré, mais un décalage de trésorerie est à prévoir. Coutumiers du bon sens paysan, les vignerons avaient anticipé et réduit leur production de Beaujolais nouveau au profit du vin de garde. Nous restons en Bretagne pour évoquer la colère des ostréiculteurs de la Ria d'Etel, un petit fleuve côtier du Morbihan. Une manifestation a eu lieu à la suite d'une diffusion d'une publicité du groupe Bouygues cette semaine mettant en cause l'aspect sanitaire des huîtres sur place. L'opérateur a très vite présenté ses excuses et rattrapé le coup. Et cette semaine, des dirigeants de Bouygues sont venus à la rencontre de ces ostréiculteurs à Lorient, avec pour objectif de montrer leur soutien à la profession. Un reportage de Karine Chevrolier pour la chaîne TBO, sur place la chaîne du groupe Le Télégramme. Non, c'est parce que vous faites je sais pas comment là, mais regardez. Voilà, comme ça. C'est comme ça il faut faire. Colère oubliée, bonne humeur au rendez-vous et même un clin d'œil aux ostréiculteurs. Après la réaction suscitée autour de leur publicité, les dirigeants de l'opérateur de téléphonie mobile tenaient à afficher leur soutien à la profession. En moins de 48 heures, le spot mis en cause a été retiré et remanié. On a tout de suite compris le malaise de la profession. Et donc, on s'est dit, avec une pub dont le but est de faire rire les gens, on ne peut pas rester là-dessus. Donc, on s'est organisé pour tout changer très vite. On avait envie de célébrer ça tous ensemble aujourd'hui. Donc, c'est la même équipe qui nous a offert un soin de vitrine mercredi, qui revient aujourd'hui pour présenter ses produits. On a été quand même très surpris que ça soit qu'ils réagissent aussi vite. Mais on est content quand même de notre action parce que ça a fait quand même effet. Le parvis de la boutique lorientaise s'est donc transformé ce samedi en stand de promotion de l'huître. Un signal positif pour ce secteur, déjà touché par le norovirus en janvier dernier et toujours en souffrance avec la crise sanitaire actuelle. À l'approche des fêtes, les ostréiculteurs planchent sur d'autres moyens de distribution. Il va falloir repenser notre commerce habituel parce que toute cette partie de restauration pour l'instant est fermée. Donc il faudra voir si on peut envoyer directement des huîtres chez les gens, avoir un service direct, utiliser toutes les méthodes pour commercialiser au mieux et aller vers le consommateur au plus près. L'intégralité des recettes générées ce samedi par la vente de bourriches sera reversée aux hôpitaux de France dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. L'affaire entre les ostréiculteurs et Bouygues est donc bien digérée. Toujours les ostréiculteurs, cap sur la Gironde et le bassin d'Arcachon, je vous le disais dans les titres, où ils ne sont pas épargnés. Une nouvelle fois, après le confinement, les stocks ne se vendent pas. Autant dire que certains ont du mal à voir le jour et le bout du tunnel. Les explications avec nos confrères de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest sur place en Gironde.
À l'approche des fêtes de fin d'année, le moral est loin d'être au beau fixe chez les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon. Pourtant, en plein préparatif, les vents contraires se succèdent. Après le premier confinement et une perte d'activité de 2 mois, c'est la mortalité qui touche plus de 50% des huîtres en moyenne, alors que le deuxième confinement réduit encore leur vente. Noël, j'avoue qu'on est un peu dans l'incertitude parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer Noël. On espère que ça va bien se passer, mais c'est quand même 30% du chiffre annuel, donc ça fait une grosse perte au niveau, un gros manque à gagner. Des bacs remplis de coquilles vides provenant des parcs, un travail quotidien au fil des marées réduit à néant. La mortalité a touché à la fois le naissain, à la fois le 18 mois et à la fois la vendable. Donc, comme on peut le constater dans les coquilles ici, c'est une perte générale sur 3 années. Donc le temps de relancer les stocks, si le naissain cette année tient, on rattrapera un peu de retard sur les échéances en 3 ans. Par contre, s'il y a encore la mortalité dans le naissain de cette année, on sera en grosse difficulté, quoi. On sera obligé ou d'acheter à l'extérieur, faire quelque chose, si on veut continuer à vivre, quoi. Avec l'espoir de pouvoir vendre leur production, les bassins d'affinage se remplissent peu à peu au fil du tri fait à terre, avant les prochaines marées et le retour au travail sur les parcs pour les 280 entreprises ostréicoles d'Aquitaine qui produisent chaque année 7000 tonnes d'huîtres. Et puis puisque nous sommes en Gironde, parlons de Bordeaux. Regardez cette édition locale cette semaine du Point consacrée à la métropole d'Aquitaine. Bordeaux enquête sur l'insécurité, c'est la une du Point cette semaine, avec l'exaspération des Bordelais, l'insécurité qui met la ville sous tension. Réseau, pourquoi les mineurs isolés inquiètent les Bordelais. Et puis également l'immobilier. Jusqu'ici, tout allait bien à Bordeaux. Qu'en est-il? La cote quartier par quartier, quoi de neuf? Les équipes de Valérie Peffer et de Jérôme Cordelet, les rédacteurs en chef politique du Point, se sont intéressés à la cote de l'immobilier à Bordeaux. Enfin, bien sûr, plus agréable, les caves de vin, comment les composer? Confinement vôtre, décrit notre confrère du Point. Enfin, une place Vendôme à la bordelaise, celle de la place de la Bourse et de la fontaine des Trois Grâces. Une place Vendôme donc à la bordelaise dans le Point édition spéciale Bordeaux que je vous signale. Nous prenons le chemin de la Sarthe à présent et nous partons du côté du théâtre de la Bertoche, un véritable îlot de culture et de convivialité au cœur du quartier des Sablons. Il permet aux gens de venir vider leurs sacs et de faire face à la morosité ambiante. Les lutins du Père Noël ont pris d'ailleurs possession des lieux et ils ont ouvert une boîte vocale, véritable bureau des plaintes. Une blague? Oui, mais aussi un projet culturel qui donne à sourire. Anthony Piton pour Revia, LMTV Sarthe sur place. Oui, vous n'aviez pas fini de vous plaindre. Eh bien écoutez, continuez. D'accord, vous allez voir. Voilà, bon, écoutez. Derrière le téléphone, l'un des 3 lutins du théâtre de la Bertoche. C'est Truc qui prend les appels du bureau des plaintes et autres jérémiades anonymes. Entre le confinement, la fermeture des commerces et le boulot qui continue, pour lui, tout le monde a une bonne raison de se plaindre. Dans les conditions actuelles, trop de morosité. L'idée, c'est venir se plaindre à un endroit qui est prévu pour ça, plutôt que de se plaindre un petit peu toute la journée, tout le temps. On le fait un bon coup, on essaie de se concentrer vraiment sur ce qu'on a envie. Et là, après, on sent Alors, il ne faut pas hésiter à respirer après. Hein. On laisse le temps, et vous allez voir le bien fou que ça fait. Hein. Le bureau des plaintes est ouvert tous les jours jusqu'au 1er décembre, de 18h à 20h. Puis le théâtre proposera un calendrier de l'Avent en podcast, chaque soir, sur le site de la Bertoche. On y retrouvera une sélection des plaintes des intervenants. Il faut se réinventer. Alors c'est vrai que ça demande une énergie folle, mais il faut se réinventer. Nous, on est très malheureux de ne pas pouvoir accueillir les gens dans notre théâtre. On est ici un théâtre où la convivialité est toujours de mise. On avait l'habitude de faire des repas avec nos spectateurs, de faire des choses comme ça. Tout ça, ça a disparu nettement au mois de mars. Et là, on se dit comment on va à la rencontre de nos habitués ou des futurs spectateurs, parce que nous, on y croit bien que bientôt, le théâtre de la Bertoche va réouvrir ses portes. En attendant, le bureau des plaintes et autres jérémiades anonymes est ouvert sur répondeur au 02 72 91 35 29.
Les acteurs n'excluent pas de faire des messages laissés, la matière première d'un futur spectacle. Voilà, c'est la rubrique éco-région de ce journal direction la Normandie. Bonjour Michel Picot, vous allez nous parler d'une société, d'une PME qui s'appelle WIM et qui a su faire évoluer après le premier confinement son activité. Bonjour, oui, je voulais vous parler aujourd'hui de la PME normande de WIM. Installée tout près de Rouen, elle fabrique des cabines pour travailler et s'isoler dans un open space par exemple, ou encore dans un stand sur un salon professionnel. Seulement voilà, la crise sanitaire est passée par là, il a fallu revoir la copie, on ne travaille plus comme avant. WIM a dû donc se réinventer en installant dans ses cabines un système de filtration de l'air anti-Covid. Et l'histoire ne s'arrête pas là puisque la PME a levé 2,1 millions d'euros et va proposer ces cabines aux collectivités, aux gares, aux aéroports et aux centres commerciaux. Et ils vont plus loin en faisant des télécabines de télémédecine, cette fois-ci totalement équipées bien sûr et qui pourraient bien contribuer à lutter contre les déserts médicaux encore trop nombreux dans nos territoires. Vous le voyez, on ne manque pas d'idées et de technologies. Maintenant, dans le monde nouveau, il faut y aller. Voilà, merci Michel Picot. On vous retrouve dans une prochaine édition du Grand JT des Territoires. Nous nous rendons en Moselle maintenant, où deux grands noms de la restauration ont décidé de s'associer et de racheter un restaurant, l'Alexandre Ier, qu'ils ont rebaptisé le Clos des Chefs. Un restaurant évidemment prêt à ouvrir ses portes quand on pourra aller dîner ou déjeuner au restaurant. En attendant des jours meilleurs, ces chefs se lancent dans une livraison et dans la vente à emporter. Un reportage de nos confrères sur place de Moselle TV, regardez. Tous nos légumes sont des légumes frais comme vous pouvez le constater. Des légumes frais qui accompagneront le bourguignon ou encore le cabillaud sauce vanille. Des plats du jour raffinés, mijotés par deux chefs passionnés et qui seront mis sous barquette. Livraison et vente à emporter, ce n'était pas vraiment la vocation du Clos des Chefs. Ce nouveau restaurant de Marly a ouvert au début du reconfinement, alors il a fallu adapter son savoir-faire. Ce sont des recettes qui doivent être descendues en température et remises en température par les clients. Il faut qu'on s'adapte, c'est-à-dire que les sauces sont un petit peu moins liées, les garnitures sont un petit peu différentes, mais le métier de base de cuisinier reste là quand même et ça nous permet d'avoir une activité. Car ce n'est pas la crise sanitaire qui entamera leur motivation. Paul Nivois et son gendre Alexandre Mons, deux chefs reconnus sur la place Messine, se sont associés pour créer leur propre affaire, poussés par une adrénaline commune. Les clients me manquent déjà dans le restaurant. L'ambiance d'entendre les clients discuter, rigoler, les retours des clients en direct, voilà, ça nous manque, mais on sait que c'est provisoire. Alexandre aime apporter à ses plats des saveurs nouvelles et des notes asiatiques, telles que dans ce poulet thaï au piment d'Espelette, gingembre et citron vert. Mais son imagination ne s'arrête pas là. Je vais associer de la tartare de bœuf avec une glace au roquefort pour casser un peu ce plat qui est traditionnel. J'essaye toujours de trouver le petit truc qu'on ne connaît pas trop, le kumbawa, le yuzu. L'audace de la jeunesse associée à la rigueur de la tradition, les deux hommes ont su allier des savoir-faire complémentaires et bénéficient aujourd'hui de la fidélité de leur clientèle. De la choucroute, on ne l'avait pas pensé, mais comme vous nous le suggérez, évidemment, je le ferai volontiers. Et si les commandes sont nombreuses, on est encore bien loin des 70 couverts que pourrait accueillir la salle. On vend nos plats, oui, mais quand les gens sont au restaurant, on a les ventes additionnelles. C'est-à-dire qu'on a les apéritifs, on a les vins, on a les cafés, on a quand même beaucoup plus de chiffres que là, juste en vente à emporter. Une solution qu'ils espèrent provisoire, et en attendant le retour des clients et des coups de feu, les chefs font au mieux pour dresser leurs plats en barquette, en y additionnant toujours une jolie touche finale. Vous allez le voir dans ce reportage maintenant, il n'y a pas d'âge pour la colocation. Nous nous rendons dans les Vosges, sur la commune de Plainfin, à la rencontre des premiers pensionnaires de cette maison pas comme les autres qui accueille des personnes âgées. Un reportage de nos confrères de Via Vosges sur place. Bernard entre chez lui, ici, dans cette colocation pour personnes âgées de Plainfin. Chacun des 8 colocataires possède sa porte d'entrée privée, une chambre et sa salle de bain personnelle. Si on veut, on ramène nos meubles. Par exemple, j'ai ramené mon canapé, là. Bon, ça, le meuble, la télévision, le lit. Attention ! Mi-septembre, AGVI a ouvert cet hébergement dans les Vosges, une solution alternative à la maison de retraite classique. À son arrivée, Nicole était épuisée et n'avait plus la force nécessaire pour s'occuper sereinement de son époux. La solution, on l'a trouvée ici, c'est parfait. On peut sortir comme on veut, on peut aller dehors comme on veut. Mon mari continue à aller chez le kiné.
Et il faut, par contre, ça c'est pas forcément évident, s'adapter à une vie en collectivité. Là, vous êtes plusieurs. Oui, mais je trouve qu'on est bien. Moi, j'étais fatiguée, je ne pouvais plus. Hein. Donc ici, on fait tout pour moi. J'ai l'impression d'être en vacances. Madame Laine, oui. Vous voulez terminer de couper les fruits pour la salade de fruits? Une grande pièce à vivre réunit les colocataires comme une nouvelle famille et donc sans masque. Les auxiliaires de vie partagent avec eux les tâches de la vie courante. Elles le font de bon cœur, elles ont pris cette habitude-là de gérer une maison, de gérer une famille, et on leur laisse cette possibilité de continuer ça. Parce que c'est vrai que de leur enlever ça, on leur enlève de l'autonomie et puis surtout de l'estime de soi. Dans une atmosphère comme à la maison, 6 personnes s'occupent de gérer ces 2 colocations de 8. Une présence rassurante, chacun a un bracelet de détresse et les employés sont logés juste au-dessus. Un modèle de vie venu de Bourgogne-Franche-Comté qui se développe. En 2021, 60 devraient ouvrir en France et 300 d'ici 4 ans. Nous, on s'adresse à des personnes qui souhaiteraient rompre d'abord avec l'isolement, mais aussi des personnes qui seraient en perte d'autonomie ou des personnes dépendantes. On accueille des personnes du GIR 2 au GIR 5. On va recréer leur domicile et essayer de faire en sorte que tout ce qu'ils n'arrivaient plus à faire dans leur domicile, il y ait des auxiliaires de vie qui le fassent pour eux. Moyennant 1 700 € environ par mois, aide déduite, un peu moins que dans un EHPAD, la crise sanitaire restreint quant à elle les visites des familles aux espaces privés de chacun. Direction les Hauts-de-France maintenant, où vous allez le voir. Les vents forts des derniers jours et les grandes marées ont causé des dégâts sur le littoral de toute la région, notamment à Ambleteuse dans le Pas-de-Calais. Symbole de l'érosion, la digue est fragilisée depuis le passage de la tempête Eleanor en 2017. Cette fois, c'est un trou béant qui a été constaté sur le front de mer, comme le montre ce reportage de Caroline Fichten, nos partenaires de la chaîne WEO, la chaîne de la Voix du Nord sur place. Une nouvelle fois, il faut intervenir en urgence sur la digue d'Ambleteuse. Un coup de vent associé à de gros coefficients de marée, il n'en fallait pas plus pour endommager l'ouvrage comme il y a 4 ans. Le collectif SOSB de Slack l'affirme, cette digue est un gruyère, c'est tout l'ouvrage qu'il faut réparer. Disons que depuis la tempête Eleanor, la situation s'est fortement dégradée. Et disons qu'on peut dire la partie sud du front de mer est dans une situation critique. Et donc, les rustines ne suffisent plus et il va falloir attaquer le dossier au fond. L'ouvrage a été sondé, il existe des fissures, les joints seraient en mauvais état. La digue d'Ambleteuse a donc besoin d'être rénovée et il faut s'y atteler urgemment. Les élus de la communauté de communes en sont conscients. Là, il est temps que tout le monde se mette autour d'une table et que tout le monde prenne à bras-le-corps le dossier érosion et problèmes, on va dire, rencontrés par tous les littoraux, le littoral, on va dire, des Hauts-de-France, et puis avancer. Pas tourner autour du pot à chaque fois et dire voilà, il y a ça, mais non, maintenant il faut avancer. À Ambleteuse, à marée haute, la digue subit les attaques de la mer. Le fort, lui non plus, n'est pas épargné. Le monument historique est à surveiller. Les assauts répétés des vagues ne le ménagent pas. Nous partons en Corse maintenant pour rencontrer une jeune collégienne, Eva, qui a remporté le prix régional Bulle de mémoire, un prix qui propose aux collégiens et lycéens de réaliser une bande dessinée autour d'une thématique mémorielle sur le thème « S'engager pour la République ». Nos confrères de Via Télépaese ont rencontré Eva, la lauréate. Quel titre avez-vous donné à votre bande dessinée ? Transmettre un passé, une mémoire, un engagement. C'est l'histoire d'une grand-mère qui raconte à sa petite fille pourquoi est-ce qu'elle s'est engagée pour la République, comment elle transmet les mémoires justement de nos ancêtres, de ce qui s'est passé pendant la guerre et en particulier l'histoire d'Oradour-sur-Glane qui a été très marquante. C'est très important parce qu'il ne faut pas oublier en fait ce qui s'est passé. Ça peut toujours nous servir en fait pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Comment avez-vous effectué vos recherches ? Connaissant déjà le village d'Oradour-sur-Glane, j'ai juste recherché plus de détails par rapport à ce qui s'était passé, les vêtements qu'ils portaient, les dates exactes, puis surtout pourquoi les Allemands ont fait ça en fait. En quoi consiste cette action éducative ? Ça consiste déjà à étudier tout ce qui est mémoire de guerre et à travailler sur le programme d'art plastique en même temps que les thèmes de guerre. Elle est lauréate 2020 du concours Bulle de mémoire, à la fois du prix régional et du prix national quand même. Oui. Donc le prix régional qui nous a été délivré au mois de juillet
Et ensuite, on nous a appelés là, au mois d'octobre pour nous préciser qu'elle avait aussi gagné le premier prix national en candidat libre. Le concours Bulle de mémoire, c'est un concours qui est organisé par l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Et il porte sur les notions de la mémoire d'une part et également des conflits du contemporain, donc notamment la Seconde Guerre mondiale. Pour l'établissement, si vous voulez, ce type d'activité est toujours l'occasion de valoriser le travail des élèves et de faire travailler les élèves sur des thématiques aussi importantes que la mémoire, que l'histoire, en prenant du plaisir. Un peu de sport pour finir ce journal maintenant. Vous le savez, les compétitions ont lieu à huis clos à cause de la crise sanitaire, mais les télés locales les retransmettent pour vous un peu partout dans toutes les régions. Exemple avec ces images de matchs de handball à Cherbourg, où la chaîne normande LCN réalise ses productions depuis ses studios. Tout le programme est à retrouver sur le site internet de la chaîne normande qui s'affiche sur cet écran. Merci à nos confrères de nous faire profiter de ces matchs de handball. Voilà, fin du Grand JT des Territoires. Merci de nous avoir suivis sur les chaînes locales et régionales de la TNT et sur TV5 Monde. On se retrouve très vite pour une prochaine édition.